Bonjour à tous, bienvenue dans Afrique Hebdo. Au sommaire cette semaine, comment prévenir les dérives sectaires au Kenya? Le massacre de Shakahola continue de raviver le débat sur l'encadrement des mouvements religieux dans le pays. Au Maroc, la Mokacha, une tradition centenaire de hockey sur sable. Les tribus nomades du Sahara s'efforcent de faire revivre cette discipline sportive. Il associe les nouvelles technologies aux arts traditionnels du continent africain. Ces créations, vous le verrez, sortent vraiment de l'ordinaire. Emo de Medeiros est notre invité. C'est une affaire qui a suscité un vif émoi ces dernières semaines au Kenya. Paul Mackenzie, pasteur de la secte évangélique de l'Église internationale, est accusé d'avoir poussé ses fidèles à pratiquer un jeûne extrême jusqu'à la mort pour se rapprocher de Jésus. Plus de 230 dépouilles ont été retrouvées dans la forêt de Shakahola. Depuis l'arrestation du pasteur en avril dernier, la question du contrôle des cultes religieux fait débat dans ce pays qui compte plus de 4000 églises. Reportage à Nairobi de Bastien Renouille. Dimanche de messe à l'église de la guérison et de l'encouragement. Kennedy Wanyama est agent de sécurité la nuit et pasteur le jour. Il a créé une dizaine de lieux de culte. Le gouvernement kényan n'a aucun problème avec les personnes qui créent des églises. Il nous donne un environnement propice pour prier car la constitution du Kenya consacre la liberté de culte. Il n'y a donc aucun problème avec le gouvernement pour fonder une église au Kenya. Grâce à cette liberté, il y a des milliers de lieux comme celui-ci dans le pays. La majorité ne pose aucun problème. Mais depuis le mois d'avril, une secte fait la une de tous les médias. L'Église internationale de la bonne nouvelle du pasteur Mackenzie. La mort de centaines de fidèles met en lumière les dérives sectaires qui peuvent survenir quand il n'y a pas de contrôle. De nombreuses voix s'élèvent pour appeler à une plus stricte régulation des cultes, mais difficile de l'accepter pour les responsables religieux. Nous devons nous autoréguler. Nous ne voulons pas être réglementés par le gouvernement. Cela nous priverait de la liberté dont nous avons toujours profité. Une commission sénatoriale étudie un nouveau projet d'encadrement des cultes. Mais pour cet universitaire, il y a trop de collusion entre religieux et politiques pour qu'il soit un jour appliqué. Le gouvernement craint de réguler les religions. C'est un système de contrôle social. Pour contrôler les gens, donnez-leur la religion et ils seront plus faciles à gérer. Ils doivent avoir confiance et obéir. Leur seule option est de croire en Jésus. En 2016, une loi d'encadrement avait suscité une levée de boucliers des églises évangéliques. Depuis, les nouvelles dérives ont forcé le président Ruto à annoncer la fin de l'impunité sans pour autant détailler de mesures concrètes. Dans le sud du Maroc, une poignée de passionnés pratiquent le hockey sur sable. Semblable à bien des égards au hockey sur gazon ou sur glace, ce sport est pratiqué pieds nus et avec des crosses en bois de palmier par les tribus nomades du Sahara. Leurs ancêtres y jouaient pendant leur temps libre lorsqu'ils voyageaient en caravane et s'arrêtaient pour se reposer. Récit de Caroline Lambolé. Une balle en laine de dromadaire et des crosses en bois de palmier. Ces nomades tentent de raviver le Mokacha, un jeu ancestral encore pratiqué dans le grand sud marocain. C'est un héritage ancestral qui a été transmis de père en fils. Nous y jouons depuis des années. Nos ancêtres jouaient à ce jeu pendant leur temps libre, lorsqu'ils voyageaient en caravane et qu'ils s'arrêtaient pour se reposer. Ils fabriquaient la balle avec des poils de dromadaire et les crosses avec les arbres du désert, tout ce qu'ils avaient sous la main. Hamed El Rozlan se situe à la lisière du Sahara, près de l'Algérie. Autrefois, c'était une halte sur la route des caravanes qui menait à Tombouctou. Aujourd'hui, le village est toujours peuplé de nomades, mais de moins en moins de personnes s'intéressent au Mokacha. Une tendance qui essaye de contrer ces joueurs en organisant des compétitions et en encourageant d'autres personnes à les rejoindre. D'autres formes de hockey sur sable sont pratiquées en Éthiopie ainsi qu'en Tunisie. Toutes remontent à des centaines d'années.
Ses œuvres s'articulent autour d'un concept unique qu'il appelle contexture, une fusion du numérique et du matériel, du tangible et de l'intangible. C'est un artiste qui explore les hybridations et les interconnexions des technologies et des traditions. Bonjour Emo de Medeiros. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes venu avec un accessoire, vos lunettes. Qu'est-ce qu'elles signifient pour vous? Alors, plusieurs choses. D'une part, c'est un désir de privauté de ma part. La personne privée n'est pas la même chose que l'artiste. Secondo, c'est quelque chose que je trouve plutôt amusant. Et donc, il y a un petit peu aussi une résistance à un côté parfois un peu trop sérieux de l'art contemporain. Mais peut-être plus sérieusement, c'est à la fois une référence, donc une série de références, donc à la fois Léonard de Vinci, à la fois les Black Panthers, à la fois le béret parisien. Et une deuxième chose aussi qui a à voir avec le fait que ça me semble de montrer de manière assez explicite quelle est ma démarche, qui est un peu une démarche cyborg. J'utilise beaucoup, j'utilise dans toutes mes œuvres. Vous êtes un homme robot? Non, justement, je suis un cyborg, c'est-à-dire un mélange d'organique et de machine. Pas comme les Daft Punk, parce que les gens disent « ouais, c'est comme les Daft Punk ». Non, pas du tout. Non, les Daft Punk ressemblent à des robots et moi, je ressemble à un cyborg. En tout cas, c'est ça l'idée. Et enfin... Et petite précision pour nos téléspectateurs, est-ce que vous me voyez? Absolument, je vous vois très bien. Et dernière chose, c'est au cas où je n'aurais rien du tout d'intéressant à raconter, au moins visuellement à la télévision, c'est suffisamment inédit pour que ça puisse être intéressant. Alors, vous utilisez un large éventail de médias et de formes d'art, sculpture, texte, vidéo, dessin, photographie, vidéo, installation, musique électronique ou encore tissu appliqué, et j'en passe certainement. Et vous ajoutez toujours justement cette touche de numérique et de nouvelles technologies dans tout ce que vous créez. Oui, écoutez, j'ai une ambition qui est assez simple, qui est de créer de l'art du 21e siècle. Donc, l'art du 21e siècle, ça veut dire un certain nombre de thématiques autour de la matérialité, de l'immatérialité, des questions de l'identité et l'identification, des questions de la question du futur. Est-ce qu'on a un futur en tant qu'espèce ou pas? C'est un problème qui commence à se poser. Mais aussi, évidemment, les outils, c'est-à-dire que on a Lascaux à l'époque où on avait du fusain, et on a Léonard au moment où il y avait de la peinture, et on a Bill Viola au moment où on a de la vidéo. Et donc, au XXIe siècle, on doit pouvoir faire plus que ce qu'on a fait auparavant. Et donc, voilà, j'utilise vraiment tout l'éventail des outils, que ce soit la réalité étendue, la réalité virtuelle, en gros, la musique, la création. J'utilise aussi l'intelligence artificielle dans certaines œuvres, l'art génératif, j'utilise l'aléatoire. Voilà. Donc, La révolution numérique, c'est aussi un thème que vous explorez dans votre installation Android City. Oui. Oui, en fait, Android City est un projet assez global. Ce qui m'intéressait, c'était d'examiner donc la révolution numérique dans le Sud global, ce qu'on appelle le Sud global, même si l'expression a mauvaise presse en ce moment, ça recouvre quand même une réalité. Les pays du Sud, dont l'Afrique. Mais c'est une œuvre que j'ai filmée au Bénin, au Nigeria, en Tanzanie, au Brésil et en Chine, à Shenzhen, donc qui est un peu le point central de fabrication des smartphones, des objets qu'on utilise. Et ce qui me frappait le plus, c'était cette idée que on parle beaucoup de dématérialisation, mais l'Internet, c'est ce qu'il y a de plus matériel en réalité, parce que c'est ce qu'on tient dans une main. Et sur des milliards d'êtres humains aujourd'hui, un appendice numérique qui est tenu dans une main, c'est le téléphone. Donc ça m'intéressait de regarder aussi que la chorégraphie des mains, que ce soit dans la fabrication des smartphones, dans la réparation, dans leur utilisation, est quelque chose de transculturel. La transculturalité m'intéresse beaucoup. Vous assemblez donc vos œuvres modernes à des arts et traditions africaines, comme avec l'une de vos œuvres qui est particulièrement originale, qui s'appelle Kaleta. À quoi est-ce que vous faites référence ? Alors, elle s'appelle Kaleta Kaleta. C'est un détail, mais c'est le début, oui, parce que c'est le début d'une chanson. C'est une chanson qui est, la première chanson qui est jouée lors de ces performances. Donc, le Kaleta, en fait, c'est une tradition vraiment typiquement béninoise, unique. C'est un mélange de carnaval brésilien, de mascarades rituelles classiques comme les egungun par exemple, et aussi de Halloween, puisque les enfants vont de maison en maison.
Alors on va regarder un extrait pour voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous voulez montrer avec cette œuvre Caleta Caleta ? Écoutez, tout simplement le fait que la vie est plus forte que la mort et que donc de cette industrie de la mort qui était la traite transatlantique par des gens qui sont revenus du Brésil émerge ce qui est le plus caractéristique de la vie, c'est-à-dire la joie des enfants et le fait de leur créativité infinie. L'une de vos autres œuvres marquantes, c'est cette installation d'électrofétiche que vous aviez exposée au musée du Quai Branly. Vous avez proposé au public de faire une offrande à un électrofétiche à l'aide de leur smartphone. Oui. Expliquez-nous un peu le concept. Simplement, c'était l'idée de mélanger deux choses. D'une part, une approche purement artistique. Donc, il y a identité entre le fait de charger une œuvre artistiquement, comme par exemple du chant avec les ready-made, et ce qu'est la pratique, en gros, de la personne qui fait qui opère sur l'effort de l'invisible, qui charge des objets, typiquement qu'on appelle des fétiches. Secondo, c'était impliquer le public. Et tertio, il se trouve que ça a produit des effets réels, des anecdotes. J'ai plusieurs anecdotes qui pourraient indiquer que les électrofétiches fonctionnent effectivement. Par exemple, une personne qui a fait un vœu électronique et qui, le lendemain, a reçu, par un hasard complet, a hérité d'une œuvre d'art africain, d'une statuette, donc d'un fétiche très précieux et très rare, qui lui avait été légué par quelqu'un qui venait de mourir. Votre installation Point de résistance a fait dialoguer Patrice Lumumba, Tupac et le général de Gaulle. Alors ça peut paraître curieux, mais pour moi c'était simplement l'idée d'explorer et d'incarner ce qu'était l'esprit de résistance, que ce soit l'esprit de résistance au nazisme autant que celui au colonialisme ou à une sorte d'oppression raciste dont sont victimes les Afro-Américains par exemple. Merci Maud Medeiros d'avoir été notre invité. Merci pour votre invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur France 24. Du Yémen à l'Iran, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale d'une région en mouvement. Express Orient, le magazine du Moyen-Orient, présenté par Meriem Amelal. À voir sur France 24 et france24.com.